Voilà, bah écoutez, je vous propose de démarrer d'ores et déjà pour cette dernière présentation qui concerne la solution Recover for I. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parmi les technologies qui ont véritablement révolutionné le fonctionnement des IBMI, il y a eu l'apparition des baies Flash et des baies CSD puis Flash, et en particulier avec ces baies un certain nombre de technologies comme le snapshot. Et ce que nous allons regarder ce matin pour cette dernière présentation, c'est une technologie très astucieuse développée par notre partenaire M81 qui permet à des gens qui n'ont pas de solution de haute disponibilité répartie sur deux sites avec deux serveurs qui se parlent en temps réel, et vous savez que c'est la spécialité d'ACMI depuis 1996, puisque nous avons démarré l'installation de ces solutions il y a presque 25 ans. Il y a un peu plus de 25 ans, pardon, 27 ans. Recover4E permet d'améliorer la récupération de données en cas de sinistre lorsqu'on n'a qu'un seul système, ou permet d'améliorer les sauvegardes et protéger ainsi les données. Donc c'est cette technologie que je vous propose de découvrir maintenant, et puis on se retrouve à la fin de cette présentation pour répondre aux différentes questions. Je propose de passer la main à Pascal Rubuche. Merci Pascal. Merci Benoît. Voilà. Merci Benoît pour cette merveilleuse introduction. Alors, voilà, le but c'est de vous présenter ce logiciel Recover4I que nous éditons et distribuons. Donc, j'ai commencé par me présenter. Désolé pour ceux qui étaient déjà là aux présentations précédentes. Vous l'aurez eu 3 fois. Donc, Pascal Rubuche, je suis le CTO ou directeur technique de M81 et accessoirement le fondateur aussi. Et donc, aujourd'hui, là, sur cette demi-heure, je vais vous présenter le produit Recover4I. Avant de vous présenter Recover4I, je vais vous donner un mot sur M81 et qui est M81. Donc, nous sommes éditeurs de logiciels indépendants, européens, on peut même dire français, et nous sommes basés à Lyon. Et c'est plutôt agréable de faire cette présentation en français, parce que souvent c'est plutôt en anglais, puisqu'on travaille un peu partout dans le monde. Nous sommes spécialisés dans l'édition de logiciels système sur IBMI, exclusivement sur IBMI. Recover4I, l'un de nos 3 produits, et c'est celui dont je vais vous parler maintenant. Control4I, dont j'ai parlé il y a 1 heure maintenant, et qui permet d'inclure l'IBMI dans tout le processus de surveillance de l'entreprise, donc dans Nagios, PRTG, etc. Et dans tous ces outils-là, de manière ultra simple et compréhensible par un administrateur IBMI. Et Flash4I qui permet d'utiliser, notamment de faire des sauvegardes, pourquoi pas une C21 tous les jours, sans arrêter l'exploitation et sans le moindre impact sur l'exploitation ou de rafraîchir une base de données de test, etc. Et si vous n'avez pas vu les présentations de ce matin, mais que vous êtes intéressé, Benoît peut vous procurer ou vous enverra les vidéos de ces présentations. M80 a été créé il y a 9 ans et demi maintenant. On a un peu plus de 250, même un peu plus de 260 clients maintenant. On parle de clients finaux parce que nos clients à nous sont nos partenaires, comme ACMI, qui est un de nos partenaires très actifs. Et nous avons pour cela donc 38 partenaires dans le monde, dans 21 pays, principalement en Europe, mais aussi aux États-Unis, et Argentine et Uruguay depuis 1 an maintenant. Et on peut dire qu'il y a plus de 1000 partitions sur lesquelles nos produits sont installés à ce jour. Recover4I, allons-y. Recover4I, le but de Recover4I, c'est, en cas de crash de la partition de prod ou du système de prod, de pouvoir récupérer les dernières données qui ont été saisies et donc ne pas se retrouver avec les données de la veille ou de la nuit lors de la sauvegarde. Et donc, dans quel cas utiliser Recover4I? Grosso modo, si vous avez un seul serveur IBMI avec une seule partition, le serveur entier,
comme ça l'était de manière historique, ou bien plusieurs, mais de toute façon sans haute disponibilité. Donc pas de solution de haute disponibilité, ce qui fait que vous n'avez pas les données répliquées, donc vos données sont en un seul exemplaire sur votre système direct. Ça peut être par choix, ça peut être, voilà, vous n'en avez pas besoin, ou bien une panne système, vous n'avez pas besoin de redémarrer en moins de 30 minutes. Et vous savez que vous prenez le risque qu'en cas de panne, eh bien, il vous faudra 24 à 48 heures pour redémarrer, le temps d'activer le secours à froid, c'est acceptable, hein, souvent. Ou bien parce que ça coûte trop cher d'avoir un deuxième serveur et un logiciel et du suivi, etc. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, cette présentation est faite pour vous. Alors, pourquoi utiliser Recover for AI? Parce que en cas de perte de données, l'impact d'un crash peut être relativement important. S'il y a une solution de achat de haute dispo, eh bien, les données sont répliquées, donc elles sont en double exemplaire. Là, elles ne sont qu'en un seul exemplaire. Donc, il faudrait repartir de la sauvegarde de la veille, de la nuit. Donc, si le crash a lieu à 15 heures, eh bien, toutes les saisies qui ont été faites au matin et en début d'après-midi sont perdues. Notamment, si ce sont des données qui étaient sur papier et qui ont été copiées sur l'ordinateur, c'est-à-dire comme il y a 25 ans ou 30 ans, c'est pas si gênant que ça, on peut le refaire, donc on ne perd pas grand-chose. Par contre, si ce sont des commandes par Internet ou des mouvements de stock qui ont été enregistrés dans votre logiciel mais qui n'ont pas de traces papier, ça devient plus embêtant. Et c'est quand même un peu la norme maintenant. Et pour retrouver ces informations, c'est beaucoup d'heures de travail perdues, aussi bien côté informatique que côté logistique, si c'est dans l'entrepôt qu'il faut retrouver tous les déplacements de matériel ou d'éléments avec des dates de péremption. Donc ça fait une grosse perte de temps, d'image et de crédibilité pour le service informatique quand même. Et là, la fameuse excuse du il y a eu une panne informatique prend tout son sens, même si quelquefois elle est un peu galvaudée et utilisée à tort et à travers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution potentielle? Alors, déjà, il y a la solution de haute disponibilité que ACMI sera heureuse de vous présenter. Sinon, plusieurs sauvegardes par jour. Ouais, ce serait une bonne idée, mais c'est impossible à faire. Il y a toujours des travaux actifs, c'est impossible de faire plusieurs sauvegardes dans la journée. Il y a la technologie des snapshots, du flash copy, dont j'ai présenté Flash4AI tout à l'heure. On peut imaginer d'en faire une toutes les heures. Ça limiterait la casse, mais ça nécessite d'avoir des baies de disques externes. Tout le monde n'en a pas. Et potentiellement, ça fait quand même 1 heure de perdu. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? L'autre option, c'est Recover for AI. Alors, pour vous expliquer le fonctionnement, je vais passer en mode graphique, si je puis dire, en mode schéma. Donc voilà, imaginons que ça représente votre serveur Power ou votre partition avec le système et les programmes, la base de données complète. Dans cette base de données, on va la journaliser, c'est-à-dire démarrer la journalisation. Et donc, toutes les modifications de la base de données seront stockées dans des journaux, des récepteurs de journaux. Même fonctionnement que pour les produits de haute disponibilité, même mode opératoire, et ça peut se faire sans intervenir du tout sur les programmes. Il n'y a rien à faire dans les programmes. Ça se fait entièrement depuis le système. Donc juste, on crée des journaux, on démarre la journalisation, et cette phase-là est prise en charge par le produit, par Recover for AI. Donc, c'est entièrement automatique. Et puis, cette petite bulle-là est censée représenter le produit Recover for AI qui est installé sur la partition. Donc ça, c'est votre serveur. Qu'est-ce que vous faites sur ce serveur? Forcément, vous l'utilisez au quotidien. Et puis, une fois de temps en temps, vous faites une sauvegarde du système. Donc, soit un save system et une sauvegarde des bibliothèques IBM, soit une save 21 que vous faites au mieux une fois par mois, ou une fois par jour avec Flash4AI, peut-être. Mais sinon, au mieux une fois par mois ou une fois par trimestre, souvent juste après un changement de version ou après une application de PTF importante, et c'est tout. Donc voilà, pas très souvent, mais il faut en avoir une, c'est impératif. Et puis au quotidien, des sauvegardes de vos données.
Et donc, sur cartouche physique, sur VTL, voilà, quel que soit le moyen de sauvegarde, le principal, c'est que ce soit sorti de la boîte, sorti du serveur. Et avec FlashArray, donc avec ça, vous avez toutes vos données qui sont à l'extérieur. Et avec FlashArray, eh bien, toutes les 10 minutes, par exemple, ou toutes les 5 minutes, on va détacher tous les récepteurs de journaux et les exporter, les mettre ailleurs, sur un serveur FTP ou NFS, ou en tout cas sur un serveur de fichiers à l'extérieur. Ouais, pas un serveur de fichiers, pas SMB, donc FTP ou NFS. Et donc sur une autre machine. Et ça peut être un Windows, un Linux, une petite bête disque perso ou presque, hein, qui coûte pas très cher. Voilà, ça se stocke à l'extérieur, ou bien chez un prestataire à l'extérieur, n'importe qui. Et donc, cette exportation est faite de manière entièrement automatique. Il n'y a rien à faire, on ne le voit pas passer. Et puis, ce serveur FTP pourrait être dans la même salle machine que votre Power. Et donc, on peut aussi le répliquer. Donc, comme ça, même s'il y a un incendie ou un vrai gros problème, eh bien, là, la réplication, c'est relativement simple à mettre en œuvre entre deux Windows ou entre deux serveurs dédiés type bête disque. Et donc voilà, on se retrouve avec des données protégées. Du coup, la situation est que les bandes physiques ou virtuelles sont à l'extérieur, protégées. Donc là, on sait qu'on pourra, en cas de crash ou en cas d'incendie, récupérer les données telles qu'elles étaient la veille. Ça, c'est le plan de secours à froid normal. Et ce que vient apporter Recover4eye, c'est l'externalisation des journaux et des récepteurs de journaux qui se retrouvent hors site dans un serveur FTP, soit dans la même salle machine ou pas très loin, ou carrément à l'extérieur. Donc avec ça, on a du matériel et on a des données qui sont protégées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un désastre? Donc on se retrouve avec un serveur qui ne répond plus du tout, ou lors d'une manifestation ou d'un piquet de grève, un coup de hache qui a été donné dedans, ou bien un incendie dans la salle. Bref, on n'a plus accès à notre machine. Donc là, la première chose, c'est d'activer le plan de secours à froid. Donc là, vous devez, et normalement, une société bien constituée qui prévoit un petit peu a un plan de secours. Dans ce plan de secours, soit vous avez vous-même une machine qui est prête quelque part, soit vous avez un contrat avec la CMI pour obtenir cette machine. Et donc, il faut activer le plan de secours. Donc, on se fait livrer une nouvelle machine, un nouveau serveur, où on va chercher la machine qui était prévue. La première étape, ça va être de restaurer le système et les programmes, ce qui a été sauvegardé une fois par an ou une fois par mois, et de restaurer toutes les données. En général, il y a les programmes avec, hein, mais de restaurer tout ce qui a été sauvegardé la veille. Donc avec ça, on a activé le plan de secours à froid. Jusque-là, c'est la situation que vous avez actuellement. Donc avec ça, vous repartez avec les données telles qu'elles étaient cette nuit à 1h du matin. Très bien. Par contre, pour récupérer les données de 5 minutes avant le crash, eh bien, le logiciel Recover4eye qui a été restauré en même temps que les bibliothèques contient tout le paramétrage, toutes les informations et l'état des lieux tel que c'était au moment de la sauvegarde. Donc, il va pouvoir, via 2 ou 3 commandes, et de manière entièrement automatique pour le reste, récupérer, se connecter sur le serveur FTP, local ou distant, faire la liste de tout ce qu'il y a sur place, tout réimporter et restaurer les récepteurs de journaux, puis, à la demande, réappliquer toutes les modifications. Quand je dis à la demande, ça peut être de manière entièrement automatique, donc il n'y a rien à faire, on lance 2 commandes et tout est fait automatiquement. Ou bien, on peut séparer les opérations, le fait de réimporter et restaurer tous les récepteurs de journaux, et de dire, tiens, avant le crash, en fait, il y a eu une corruption de données qui s'est passée 20 minutes avant, et du coup, on ne veut pas réapporter ou on ne veut pas réappliquer toutes les données jusqu'à la seconde du crash ou à la minute du crash, mais jusqu'à une demi-heure avant. Et donc, on peut indiquer qu'on veut restaurer les données jusqu'à une demi-heure avant le crash. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on peut redémarrer le système et on a de nouveau l'applicatif qui tourne avec juste quelques données perdues, les quelques 5 ou 6 dernières minutes. Par contre,
il faut bien être conscient que toutes ces opérations ont pris du temps quand même, hein. Il y a le temps de livrer ou redémarrer la machine, de restaurer tout ça et de faire ces opérations. Donc, c'est bien dans le cadre d'un secours à froid. Pour aller plus loin, eh bien, je vais passer en mode démonstration et je vais vous montrer à quoi correspond ce produit. Donc, le produit, une fois installé sur la partition, il y a un menu. Et dans ce menu, on commence par avoir les informations de feedback, de retour d'informations. Et puis, il y a forcément un peu de paramétrage. Et ça, alors tout ça, c'est paramétrage sur la partition de prod. Ça, c'est le suivi sur la partition de prod. Et en cas de secours, sur la partition qui vient d'être restaurée, on a ces commandes qui sont ici. Là, je suis sur une partition dite de prod, qui est notre partition de démo en fait. Et donc, ce qui doit tourner, c'est ce sous-système, BKSend, qui contient 2 travaux. Et ce sont ces 2 travaux qui vont faire le boulot eux-mêmes tout le temps. Il y a un petit travail interne, et puis il y a le travail qui va réaliser l'export lui-même, vu son nom, et qui se réveille toutes les 5 minutes. Donc voilà, on a un délai de 5 minutes par rapport aux données qui sont exportées. Le nom du sous-système ici indique bien que je suis sur la prod. Lorsqu'on arrivera sur la partition de secours, sur le serveur de secours, on aura un changement de rôle à faire pour dire au produit « Attention, tu n'es plus sur la prod, tu es sur la machine de secours ». Et le sous-système s'appellera BKRCV, comme récepteur. Qu'est-ce que j'ai comme information? La première chose, lorsqu'on définit, c'est de définir justement tout ce qu'on veut faire. Pour ça, j'ai un menu de configuration. Et dans le menu de configuration, vous voyez qu'il y a relativement peu de choses. Je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin d'abord de dire quels sont les différents éléments distants, en l'occurrence le serveur FTP. Donc je vais commencer par ça. J'ai quelques informations à donner sur la partition source, là où je me trouve maintenant, et le serveur distant, c'est un serveur FTP. J'indique le protocole utilisé, j'indique l'adresse IP, quelques éléments, le nom du profil utilisateur à utiliser pour se connecter en FTP, et puis le répertoire dans lequel ça va tourner. Voilà, configuration relativement simple. Je précise qu'il est prévu, donc pour l'instant, il y a les 2 protocoles FTP et NFS, et on prévoit d'ajouter le SFTP dans un avenir proche. Il n'y a pas de date pour l'instant, mais dans un avenir proche. OK? Là, on a dit, le serveur FTP, le voilà, il est à cet endroit-là. Ensuite, on va créer un profil. Le profil va permettre de dire quels sont les automatismes à faire. Il y a 2-3 bricoles. On a décidé de passer par des définitions de profil parce qu'on pourrait exporter à plusieurs endroits différents, couper des morceaux, etc. Dans une utilisation simple et standard, il y a un seul et unique profil. Et ce profil, on indique que c'est un profil de type cold backup, secours à froid, que le serveur FTP se trouve être ce site qu'on a défini juste avant. Et s'il y avait un serveur FTP de secours, enfin de réplication, on l'aurait créé dans la formation précédente et on l'indiquerait ici. Et puis, quelle est l'opération automatique qu'on va faire? Eh bien, cette opération, c'est en cas de secours, en cas de déclenchement, de changement de rôle. Eh bien, après le changement de rôle, dans notre cas, ce qui sera fait, c'est une application automatique des données. Mais on peut choisir de ne rien faire, c'est-à-dire de juste préparer et de tout déclencher soi-même, manuellement, pourquoi pas, ou automatiquement d'importer, donc importer à partir du serveur FTP, importer les sauvegardes qui ont été faites, ou de restaurer, c'est-à-dire importer et restaurer les récepteurs de journaux, ou bien faire la totale, importer, restaurer et appliquer, donc l'ensemble étant entièrement automatique. Voilà, quelques paramètres qui disent ce qu'on veut faire de manière automatique. Ensuite, il faut dire qu'est-ce qu'on veut prendre en compte. Et ce qu'on veut prendre en compte, ce sont des bibliothèques. Donc, on va indiquer la liste des bibliothèques qui seront prises en compte par ce produit. Ici, cette liste de bibliothèques sera prise en compte. Ça, c'est le nom du journal par défaut.
Journal par défaut, ça veut dire s'il y a au cours de la vie de la bibliothèque des nouvelles tables qui seront créées, elles seront automatiquement journalisées dans ce journal-là. Mais ça n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'on peut très bien, pour une bibliothèque, avoir 2, 3, 4 journaux. Ça ne pose absolument aucun problème. Et la config existante est prise en charge, c'est-à-dire qu'il y aura une phase de contrôle et d'inventaire de tout ce qu'il y a. Lors de cet inventaire, le produit va détecter qu'il y a 4000 tables et que sur les 4000 tables, elles sont journalisées déjà sur 5 journaux différents. Les 5 journaux seront pris en compte sans aucun problème. On n'est pas obligé de changer la structure de journalisation de son équipement. Et si aucune table n'est journalisée actuellement, eh bien, tout ça sera créé automatiquement, justement, dans ces journaux par défaut. Pour ajouter les bibliothèques, eh bien, je peux faire F6 pour sélectionner parmi les bibliothèques existantes. Donc là, j'ai la liste de toutes les bibliothèques existantes sur ma machine. J'ai celles qui ont été sélectionnées déjà, les autres n'y sont pas, et je peux très bien dire que je veux sélectionner des bibliothèques. Alors pas celle-là, c'est celle du produit, mais voilà. Donc là, je ne vais pas le faire, mais on peut ajouter des bibliothèques. Et il faut ensuite, alors il propose par défaut un nom de journal, et vous pouvez le changer ensuite. Bon là, je vais faire F12, je ne vais pas en ajouter. Voilà, donc ça n'a... Ah tiens, un F12 qui prend en compte quand même. Bon, ben voilà, l'effet démo, je vais vous montrer un petit bug. Je vais tout de suite supprimer ça pour pas que ça vienne m'embêter. Voilà. Désolé, je viens de découvrir un bug en même temps que vous. OK, donc j'ai mon environnement, la définition a été faite. Tout ce que j'ai à faire, c'est ensuite indiquer au produit que j'ai changé quelque chose dans la définition, donc faire un contrôle des bibliothèques, qui va prendre 2-3 minutes, et démarrer la journalisation si besoin, etc. Et c'est tout, l'environnement est prêt. Une fois que ça c'est fait, je démarre le sous-système BKSend et le produit commence à travailler. On commence à faire son boulot et exporter vers le serveur FTP. Bien sûr, une fois que je l'installe, il n'est pas utilisable tout de suite. Il commence à exporter déjà les informations, mais il ne sera réellement utilisable qu'après que la première sauvegarde aura été faite. Là, les données qui auraient été modifiées entre la sauvegarde précédente et maintenant, le moment de l'installation, on ne les connaît pas, on ne peut pas les inventer. Donc, il faut bien sûr que ce soit combiné avec une sauvegarde quotidienne. Maintenant que ça tourne, que c'est défini, eh bien, qu'est-ce que j'ai comme élément de suivi? Bien, grosso modo, la seule réelle commande intéressante, c'est celle-là. Tout le reste, ce sont des options ou sous-options de celle-là. Et donc, celle-là qui va nous donner le statut nous indique que j'ai mon profil Cold Backup qui est là, qui est actif. Le point de départ, c'est un truc mis artificiellement à 2 jours au préalable, enfin 1 jour et demi là, pour ne pas être noyé dans plein de messages ou plein d'historiques, puisque c'est censé être associé avec une sauvegarde quotidienne, donc ça n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Si la sauvegarde est une fois tous les 2 jours, on peut mettre 2 ou 3 jours. Il y a beaucoup de messages parce que le produit est relativement verbeux, mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est s'il y a des messages d'erreur. Il ne doit pas y en avoir. Et puis, là, on a les durées, c'est-à-dire, il y a 1 minute, une sauvegarde a été faite et elle a été expédiée il y a 1 minute. Donc là, c'est le sous-système BKSend qui joue son rôle et qui sauvegarde et expédie, détache, sauvegarde et expédie tous les récepteurs de journaux. En faisant F5, voilà, il s'est passé 2 minutes maintenant. Et dans 3 minutes maintenant, il va revenir à 0 en disant, ça y est, je viens d'en refaire une. Ici, normalement, vous devriez ne rien avoir. Là, ces zones ici devraient être vides dans le cas d'un cold backup. Elles ne sont pas vides parce que tout à l'heure, j'ai fait une démo de Flash4i et j'ai redémarré un petit peu avant une partition de Flash4i, redémarré un flash. Et c'est la partition qui nous sert de test pour faire la récupération automatique, justement, des récepteurs de journaux. Donc, ça a tourné tout à l'heure. Donc, c'est pas normal. Je l'ai arrêté, j'ai arrêté la réception automatique il y a il y a 3 quarts d'heure. Donc, normalement, en marche normale, ici, sur du call backup, ça devrait être blanc, vide.
Du coup, par contre, une fois qu'on le fait tourner, normalement, on n'a plus accès à la prod. Donc ça, ce serait plutôt une visu côté secours, où on verrait la réception, la restauration et l'application de toutes les données donc, qui ont été faites pour ici il y a 48 minutes. Si je vous montre les messages, parce que je vous ai dit que c'était très verbeux, les messages qu'on a nous indiquent de manière cyclique. Donc là, ce paquet ici, et là, c'était le paquet 5 minutes avant. À chaque fois, on détache les récepteurs, on prépare un volume pour les sauvegarder, en fait, un volume virtuel. On indique quels sont les récepteurs qui ont été sauvegardés, et on dit que le volume a été exporté vers notre serveur FTP. Donc, toutes les 5 minutes, on a tout ce paquet de messages-là, en plus. Donc voilà, vous retrouverez les mêmes à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? On a saisi des bibliothèques. On peut voir pour chacune des bibliothèques où ça en est. Vous pouvez voir ici le nombre de journaux. Il pourrait y en avoir 2, 3, 4 ou 5 ou plus. Et on sait que pour chaque bibliothèque, c'est sauvegardé ou c'est en cours. S'il y avait le moindre problème, s'il y a un récepteur de journaux qui n'a pas été pris en compte, qui était en cours d'utilisation au moment de la sauvegarde, eh bien, les durées ici seraient différentes. Il y aurait des messages d'erreur en rouge. Donc, les informations seraient en rouge pour indiquer qu'il y a un problème. Donc, le suivi est relativement simple. Et ça, c'est si je viens ici, c'est vraiment parce que je veux me rassurer pour le fonctionnement des bibliothèques. Je n'ai pas besoin d'y aller en exploitation au quotidien. Si je veux aller regarder le détail, j'ai la liste des journaux qui font partie de ces bibliothèques et pour chaque journal, j'ai le détail des récepteurs de journaux. Et vous voyez, la situation normale, c'est que ce soit sauvegardé et exporté. Et une fois que ça a été restauré et appliqué, on a aussi des informations. Encore une fois, là, on n'est pas censé les avoir. C'est juste à cause de la petite manipulation que j'ai faite tout à l'heure. OK. Voilà. Donc, grosso modo, pour la surveillance, il y a ça. Et il y a 2 commandes. Du coup, il y a 2 informations importantes. 1, y a-t-il des messages d'erreur? 2, y a-t-il des décalages? Et pour faire ça, il y a un menu des contrôles avec les commandes qu'on fournit pour pouvoir le faire. Et si vous avez en plus Control for I, vous pouvez surveiller avec Control for I, vérifier qu'il n'y a pas eu de message d'erreur et vérifier que les délais de réplication sont corrects. Donc celle-là, par exemple, vous indiquez que l'âge des données sauvegardées doit être au maximum de c'est en minutes, donc doit être au maximum de 12 minutes, par exemple, sinon ça crée une alerte warning, et de 15 minutes, sinon ça crée une alerte critique. Et donc c'est un petit peu ça qu'il faut gérer, et là il nous dit que tout est correct. Ou bien les erreurs dans les logs. Voilà, ce sont les 2 contrôles qui sont impératifs, et c'est tout. Donc relativement simple à surveiller. Maintenant, ça c'est ce qui se passe sur la prod. Qu'est-ce qui se passe côté secours? J'ai eu un crash, j'ai eu besoin de restaurer. Donc je suis dans cette situation-là, je viens de restaurer le système et toutes mes tables, toutes mes sauvegardes quotidiennes, y compris le produit lui-même. Eh bien, à ce moment-là, et surtout avant de faire quoi que ce soit, parce qu'il ne faut pas modifier les tables avant d'avoir appliqué les données, eh bien, à ce moment-là, je vais rentrer dans le menu, grosso modo à partir de la console souvent, et dans ce menu, la première chose à faire, ce sera de dire au produit qu'il a changé de rôle. Il était dans un mode détacher les journaux et les exporter. Eh bien ici, on va lui dire, tu changes de rôle. Ton nouveau rôle, c'est receveur, récepteur. Le profil à utiliser, c'est celui par défaut. Comme il n'y en a qu'un, on pourrait aussi saisir le nom, mais voilà, profil par défaut. Et la position de début dans les journaux, on avait mis ça comme paramètre au départ, on naviguait un petit peu. Maintenant, c'est étoile calque et ce paramètre va disparaître dans les releases à venir. Là. Donc, le positionnement, ce sera calculé automatiquement par le produit. Là, je fais entrer. Là, je ne vais pas le faire parce que je suis sur ma machine de prod. Mais en faisant entrer, ça va indiquer au produit que son rôle est passé de sender à receiver, d'envoi à réception. La commande va durer 3 à 4 minutes. Et
elle va en même temps se connecter sur le serveur FTP et récupérer la liste de tous les volumes, de tout ce qui a été envoyé là-bas. Une fois que ça a été fait, eh bien, j'ai une deuxième commande à faire, bk start sbs, pour démarrer le sous-système par défaut, qui ne s'appelle plus bksend, mais qui s'appelle bkrcv. Et ce sous-système, lorsqu'il va démarrer, eh bien, il va faire ce qui est défini pour être fait de manière automatique, dans mon exemple, étoile apply. Et donc, le apply va faire toutes les opérations qui sont détaillées. On a la liste déjà de ce qu'il y a sur le serveur FTP. On va les importer, restaurer les récepteurs de journaux et réappliquer toutes les données jusqu'à la dernière minute disponible. Cette opération-là peut durer un certain temps en fonction de la taille de la base de données, du nombre de modifications qui ont eu lieu depuis le crash et de la puissance de la partition cible. Donc ça peut durer un certain temps. Mais je rappelle qu'on est dans le cadre d'un secours à froid dans lequel on a déjà eu le temps de livraison de la machine, de restauration du système et de restauration de la sauvegarde de la veille. Donc il faut savoir dès le départ qu'on n'est pas à une heure près. D'expérience sur la plupart des tests qu'on a réalisés, faut compter entre une demi-heure et 2 heures pour cette partie-là, souvent. Alors, si on le fait de manière automatique, eh bien, ça va appliquer toutes les modifications jusqu'au dernier récepteur de journaux disponible, donc quelques minutes avant le crash. Si on ne veut pas le faire de manière automatique et si on ne veut pas tout réappliquer, parce qu'on sait qu'une demi-heure avant le crash, il y a eu une attaque de ransomware ou il y a eu un problème de corruption grave sur la base de données, eh bien, on a cette commande-là, apply journal. Et avec cette commande, donc par défaut, si on demande à tout appliquer, c'est du étoile last. Mais sinon, on peut très bien dire qu'on veut appliquer jusqu'à une certaine heure et on va indiquer la date et l'heure à laquelle on veut jusqu'à laquelle on veut réappliquer les modifications. Et cette commande-là va faire tout le boulot automatiquement. Donc, forcément, si vous êtes depuis la console, dans le mode opératoire, il faudra indiquer qu'il faut démarrer au minimum un sous-système pour le soumettre, parce que c'est cette commande-là qui va durer un peu le plus longtemps. Donc, il faut le soumettre. Voilà, on a fait le tour. Donc, un produit qu'on a voulu aussi simple que possible, qui s'installe très rapidement, s'installe et se configure très rapidement, et pour lequel il y a un mode opératoire tout aussi simple en cas de crash qui est à ajouter à votre procédure de restauration en cas de secours à froid. Je reviens sur la présentation. Dans le PDF qui vous sera envoyé, vous avez quelques copies d'écran. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous n'avez qu'un seul serveur ou une seule partition et pas de haute disponibilité, eh bien, ce produit va vous permettre de récupérer les données entre la sauvegarde et le crash depuis donc la dernière sauvegarde. Merci Pascal. Voilà. Alors, je vais tout de suite répondre à une question qu'on aura probablement. La question, ce sera, vous avez parlé de DB2 et de la base de données, mais quid de l'IFS? Et donc, malheureusement, ce produit ne prend pas en compte l'IFS. Ça prend en compte vraiment la partie base de données pour des raisons techniques qu'on espérait prendre en compte l'IFS. Et on s'est rendu compte que c'était un peu non jouable. Et que pour passer le pas de prendre en compte l'IFS, il fallait quasiment écrire un produit de disponibilité, ce qui n'était pas le but, puisqu'il y en a déjà qui existent. Et donc, on s'est arrêté là. Donc, pour l'IFS, il y a des moyens de faire autrement, notamment pour ce qui est de l'IFS, on peut faire des sauvegardes régulières dans la journée et exporter ces sauvegardes-là. Donc, ça peut être un moyen de prendre en compte l'IFS, mais pas en prenant en compte la journalisation. Donc, on peut, et du coup, c'est pas 5 minutes, mais plutôt de l'ordre de l'heure pour avoir quelque chose de réalisable. Voilà. Désolé, ça doit décevoir un certain nombre de personnes, mais ça prend en compte la base de données. Merci Pascal, merci beaucoup pour cette présentation.
Écoute, moi je trouve que c'est très clair. On a voulu que tu présentes cette solution, même si nous avons comme spécialité depuis 1996 effectivement la diffusion de systèmes de haute disponibilité. Mais la haute disponibilité ne concerne pas forcément tout le monde. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de clients qui n'ont aucun système de protection au-delà des sauvegardes. Et je dirais que pour résumer, je vous donnerai une grille de lecture pour savoir quel type de solution est adapté à votre business, à l'activité de votre entreprise, votre organisation. Le schéma classique que nous prenons, c'est l'analyse de vos objectifs de temps de reprise et de points de reprise, qu'on appelle en anglais les RTO, Recovery Time Objective, et le Recovery Point Objective. Le Recovery Time Objective mesure le temps nécessaire pour redémarrer une application et redonner la main aux utilisateurs sur leur serveur. Le Recovery Point Objective mesure au fond les données que vous avez perdues, que vous acceptez de perdre en cas de sinistre. La présentation de cette solution permet au fond de réduire le Recovery Point Objective, de le ramener à presque zéro. Mais pour autant, est-ce que c'est la solution dont vous avez besoin? Oui, si vous n'avez rien au-delà des sauvegardes. Oui, si vous n'avez qu'un seul serveur. C'est déjà une première étape vers une sécurité active de vos données qui vous permettra, en cas de crash, de retrouver au moins les dernières transactions et éviter de se retrouver dans ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de reconstituer les commandes qui ont été saisies depuis le début de matin. Parce qu'un client m'avait appelé le plan poubelle. Je reprends dans la poubelle les petits graffitis que j'ai faits sur des bouts de papier pour essayer de ressaisir, ressaisir les commandes qui sont arrivées dans la journée. Non, c'est pas sérieux aujourd'hui en 2023. Il nous faut un système qui permet de retracer ce qui a été fermé. La solution Recover4E est là. Maintenant, si vous avez besoin de protéger votre serveur complet, de redémarrer avec un RTO proche de la demi-heure, un RPO proche de zéro, et que vous avez besoin également de protéger votre entreprise ou de pouvoir continuer à opérer, même et y compris pendant les opérations de maintenance, les opérations de maintenance hardware, logiciel, etc., qui arrivent régulièrement sur votre système, alors il vous faut un système de haute disponibilité qui permet alors d'avoir une garantie complète et une continuité complète, y compris pour des événements planifiés. Hein. Une opération de maintenance, c'est une opération planifiée. Et parmi les 250 clients qui travaillent avec nous sur des solutions de haute disponibilité, bon nombre ont soit la nécessité d'offrir une solution de secours pour pallier ou pour ne pas avoir de fenêtre d'indisponibilité, y compris pendant les arrêts de maintenance. Ben, néanmoins, je voulais que cette solution vous soit présentée parce qu'elle est très astucieuse, qu'elle permet de compléter finalement les sauvegardes, qu'elle permet d'assurer un meilleur RPO et peut-être de vous amener à réfléchir aux solutions de RTO et RPO meilleurs qui conduisent vers la haute disponibilité. Donc voilà l'objectif de cette présentation. Je fais encore un dernier appel auprès de tout le monde. Utilisez la conversation sur Teams pour poser des questions, si vous le souhaitez. Sinon, sachez que cette présentation est enregistrée, donc vous pourrez la revoir sur notre site web. Et puis, vous recevrez également la copie de la présentation pour tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire. Merci à tous. Merci particulièrement à Pascal Ruckbusch, Bruno Taverne, toute l'équipe de M81. Merci à toi. J'ai noté que M81 était une galaxie de la Grande Ourse. Alors, bien sûr, son nom est très astucieux, mais c'est quand même une galaxie qui a 250 milliards d'étoiles, c'est-à-dire exactement 1 milliard pour un client direct de M81. Donc, tu as encore un potentiel de croissance important. Voilà. C'est bien comme ça qu'on voyait. Merci à vous. Merci à tous. Voilà, je vous propose de clore là, sauf si vous avez des questions, encore une fois. On reste... Oui, je vois qu'une personne est en train d'écrire, Monsieur Solière. Non? Pas de questions. Merci à tous, merci beaucoup. Et puis, bonne journée et à très bientôt pour d'autres webinars ou d'autres discussions. Merci, au revoir. Au revoir, merci.